été inspiré par un personnage d'une pièce de Shakespeare qui est Songe d'une nuit d'été. C'est une petite histoire, c'est une histoire assez drôle. Ce qui est important, c'est que Titania, c'est la reine des lutins et des fées. Donc Titania est la femme du roi des lutins et des fées. Et dans cette pièce, il est question d'une fête qui va être donnée pour le mariage. Il y a beaucoup de couples qui ne sont pas bien assortis. Oui, pardon, ça va? Il y a plusieurs couples pas très bien assortis. Il y a une grande fête qui va avoir lieu à Athènes. L'une d'Athènes va se marier. Et il y a donc cette fête qui se prépare avec des artisans qui ont décidé de monter une pièce. Et puis Titania, elle délaisse la couche conjugale. Elle est mariée avec aussi le roi évidemment des lutins et des fées. Et elle s'est entichée d'un jeune indien orphelin. Elle le fleurit et elle a quitté le palais pour aller se prendre le frais dans le bois avec ce jeune indien. Et Oberon, son époux, n'est pas très content, très contrarié. Il voudrait récupérer ce jeune et beau indien, il voudrait en faire son écuyer. Et donc décide de fabriquer un filtre avec naissance de violette, de pensée, qui va être posée sur les paupières de Titania au moment où elle est endormie dans ce bois. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'elle va se réveiller, elle va tomber amoureuse de la première créature qui passe par là. Et il se trouve que c'est une tête d'âne, donc elle va tomber amoureuse de cette tête d'âne, et du coup elle va oublier le jeune indien, et Oberon, il va pouvoir s'en saisir. Moi j'aimais bien ce côté, donc, Titania sonne aussi, Titania, dans mon prénom il y a 2 T. J'aimais beaucoup ce prénom, et j'aimais beaucoup qu'il y ait quelqu'un qui ait écrit, comme même Shakespeare, il a écrit et choisi ce prénom, et que le prénom se trouve dans un contexte comme celui-là. Maintenant, le livre, c'est avant tout un hommage au corps. J'ai voulu faire un hommage au corps. Le corps, qui est le dépôt de tous les apprentissages. Dans mon cas, mes apprentissages, en tout cas, ont été très souvent focalisés sur des techniques des arts plastiques. D'abord la sculpture, le moulage, le modelage, le dessin, dessin d'académie, dessin d'objets, dessin scientifique, dessin botanique, tiens, Rousseau et la botanique. Et donc, je pense que ma perception, par la suite, le dessin animé, donc un prolongement dans du côté du cinéma. C'est important parce que tout ça fait que j'avais une perception des choses. Finalement, le monde, tout était plastique pour moi. Le monde est plastique. Tout est sujet d'observation. Je vois des structures, donc ça, c'est une formation qui a été suivie aussi d'un enseignement de 20 ans dans la section cinéma aux Beaux-Arts. Les Beaux-Arts étaient devenue haute école visuelle. Donc c'était vraiment très formateur. Finalement, je suis arrivée aux Beaux-Arts à 15 ans et j'en suis sortie en 2000. Donc, pour dire que c'est important, il y a cet hommage au corps, c'est important que ça vienne maintenant. Le corps comme un véhicule, comme outil.
Donc c'est un peu une somme, c'est un peu c'est aussi un livre minéral. La tectonique, il y a mes origines, je viens du Tessin. Le Tessin a été bouleversé par la tectonique, qui est la science des structures, la croûte terrestre. Donc la croûte terrestre est importante aussi, ainsi que les rivières. Et il y a énormément de motifs dans ce livre, beaucoup de motifs, donc je ne peux pas vous résumer, je vous lirai quelques passages avec quelques motifs importants du livre. Je pourrais dire aussi encore une chose, je porte le nom de mon père, Verna. Verna est un nom latin. Vernalis, c'est ce qu'on accole, aux fleurs, aux plantes, pour dire qu'elles sont du printemps. Donc encore une saison. Mais Verna, ça signifie aussi esclave né dans la maison du maître, de la maison, qui est de la maison. Et donc le quotidien, ce qui est de la maison, me fait aussi penser au retrait de l'écrivain, le retrait volontaire, le retrait dans la maison, le retrait dans des espaces, le retrait de l'activité incessante, de la vie ordinaire. Voilà le corps. Le corps, j'ai essayé d'en parler de manière... J'ai essayé d'en parler de la peau, mais aussi de sentir la structure interne du corps. Dont le personnage d'Osuka, qui est un masseur, c'est lui qui s'occupe du corps de Titania. Oui, Titania, c'est mon double, puisqu'on dit autobiographie, muse. Du reste, c'est drôle parce que l'image de la muse, du flyer de la maison, au souhait de la littérature, m'a fait penser à un dos crôlé dans l'herbe. Quelqu'un qui fait un dos crôlé dans l'herbe. C'est ce regard que je vois, je nage depuis toujours. Et c'est le regard à l'envers que je vois quand je nage, un dos crôlé. Voilà. C'est ce que je peux dire. Je ne peux pas résumer. Je vais vous lire quelques passages. Et je vais commencer par un passage sur la Crétoise et dire quelques mots de la Crétoise. La Crétoise est un auteur que j'admire. La Crétoise est un écrivain. La vie de la Crétoise, mais c'est très fertile. C'est un maître. Elle m'a soutenue dans des moments où je n'avais plus d'éditeur, donc je ne savais pas. Je continuais d'écrire et je me disais peut-être que je ne publierai plus jamais de livres. Son avis m'est très précieux et je crois qu'elle voit des choses que je ne vois pas. Et ça c'est important. Les autres, finalement, c'est ça. Les autres, on les aime parce qu'ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et ça nous rend curieux et parfois furieux. Et justement, de ne pas les saisir. Là, ce que je pourrais dire de la Crétoise. Donc, je commence avec le motif de la Crétoise. Je suis allée la voir. Elle a accepté de lire les 2 tiers du manuscrit de Titania la tectonique. Et voilà. Je me permets de t'interrompre. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, au fond, mais ta voix, de temps en temps, est la tienne non amplifiée, et de temps en temps, elle est amplifiée. Et pour moi, ça crée moi, j'ai une gêne. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Alors, j'ai l'impression, soit tu passes du micro, soit tu parles dedans. Je pense que les autres ils font en fait. Je suis tout devant, donc je parle aussi pour ceux qui sont. Moi, je
Crétoise, l'après-midi a commencé par une promenade autour de 16 heures. Les deux femmes ont traversé le barrage de l'Arve, de la rive droite à la rive gauche. Elles ont longé le bord de la falaise pour repiquer sur le chemin de la maison. Elles ont tendu l'oreille un long moment pour deviner la langue des arias qu'un ténor leur envoie par-dessus la rivière. Puis il y a eu des accords de tuba, puis plus rien, ou plutôt la circulation de la fin de la journée. Titania, qui talonne la Crétoise, a de la peine à saisir le récit de son voyage aux États-Unis. La Crétoise veut rester près de la souffrance pour écrire le tombeau en grec. Titania, enhardie, déclare que la souffrance n'est pas son truc. La Crétoise a aimé cette déclaration. Le récit d'un incident familial prend 1 heure, puis les échanges de ping-pong à propos d'écriture reprennent sur la présence de métaphores dans l'écriture de Titania. C'est mal les métaphores dans une cour pavée d'antiques platanes entre lesquelles frétille une petite fontaine. Ce n'est pas du Titania, mais du Jean Echenoz. Et un gros jet d'eau qui se dandine sur lui-même, du même Jean Echenoz. Ce sont les verbes qui prêtent aux objets les caractères du vivant. Les objets vibrent et frémissent comme des humains. Non, elle ne veut pas parler d'elle-même, ni de sa famille, à laquelle elle a déjà donné toute son attention. Et puis, que se sont-elles encore dit en buvant tout ce thé arrosé de lait condensé, auquel s'ajoutent les cuillerées de miel que Titania avale pour calmer la toux, car la Crétoise fume de très longues et fines cigarettes qui lui irritent les bronches. Alors la Crétoise ouvre toutes grandes les fenêtres. Pourquoi parler? Il vaut mieux marcher. Mais là, la nuit est tombée. Et alors, cette lettre de folle qu'elle a envoyée, la regrette-t-elle? Elle ne veut pas s'excuser, non. Elle en est là, elle en a le droit. Et pourquoi on resterait toujours poli? C'était le bon moment pour poser une question technique. Comment se fait la transition d'un chapitre à l'autre, d'une idée à l'autre, au lieu de vouloir sauver la Crétoise de ses démons exacerbés par la fatigue? La Crétoise lui a montré la page 54, une page d'écriture fine et régulière, puis une page corrigée au stylo rouge très fin. Elle écrit 5 pages par jour, mais il n'en reste pas grand-chose. Chez Jean Echenoz, après avoir écrit le livre 4 à 5 fois, il ne reste que le 5e de toutes, 200 pages. Titania aime ces informations. Il s'agit de technique et sa longue expérience de pédagogue l'a rendue sensible au comment faire des choses. Mais peut-être que toi, le lecteur, tu ne t'y intéresses guère. Tu préfères l'histoire du vieux mathématicien nippon qui ne peut garder en mémoire qu'une tranche d'1 heure et demie de présent, à la suite de quoi le compteur se remet à 0, ce qui n'est pas sans présenter des avantages romanesques. Partir plus tôt aurait été une solution, mais il n'en était pas question. Titania, scotchée à la chaise avec coussin, a opté pour rester. Elle a reçu un œuf dur et des galettes au sésame. Cette nourriture ne lui a pas paru indispensable. Elle n'a pas faim. Elle a coupé l'œuf pour que chaque morceau contienne un bout de jaune, mais elle n'a grignoté que le jaune. Le blanc ne passe pas. La nuit est tombée maintenant. Les deux femmes sont assises de part et d'autre de la table.
Dans le doux halo de la lampe, la crétoise a étalé pour elle 2 livres à l'infinitif. Courir et fuir sont imprimés en majuscules bleues russes. Titania se souvient d'être restée parce qu'il allait se produire assurément une chose surprenante, quelque chose qui était de l'ordre des mots dont dépendait la compréhension de l'objet littéraire. Le regard de Titania ne quitte plus le visage de la femme, encadrant d'une frange de cheveux sombres la prunelle noire et brillante de ses yeux. Tout ce que Titania va écrire par la suite dépend de ce moment. Titania va écrire dans la maison des renards. On entre chez les renards par une allée de confiture de fruits et de lait. Le chocolat face au pain côtoie le miel et les conserves. Les érelles, le mélange forestier, les légumes miniatures, les haricots, aubergines et chanterelles. L'huile parfumée, thé en sachet argenté, les tisanes coiffent les étagères. Titania s'enfile dans la profondeur de leur terrier vers le puits de lumière sous les jardins suspendus, jusqu'aux machines qui crachent du jus de café de la vapeur autour du point d'eau et du lac vaisselle. Car la vaisselle circule de table en table, part pleine et revient souillée. Titania chiffre une feuille d'où longue, l'âpreté durcit sa langue. L'urine sentira le chou. Dans la chambre des enfants, il y a des enfants, beaucoup d'enfants. Ils roulent des balles de couleur et courent pieds nus. Ils crient « Au loup, au loup !» Ils tournent autour des colonnes, se cachent sous les tables. Une femme allaite son nourrisson. Elle le porte ici pour le montrer au renard. Elle a les yeux creusés de fatigue, le ventre enflé et les talons hauts. Elle allaite son bébé à 9h30, un lundi matin, et il se trouve là, à la table voisine, un homme pour lui dire, pour avouer qu'il serait prêt d'abandonner le combat pour le pouvoir, pour approcher à nouveau un nourrisson. Et la femme dit, oui, c'est banal et physique, oui. Elle pose le bébé dans la coque. Elle sait qu'elle a donné un enfant au monde. Ses ovules ont accepté l'allaitance sans l'éjecter. Cet acte ne concerne pas seulement l'office des statistiques, mais l'avenir de l'humanité. Il sait que cet enfant propage sa fragilité et qu'elle veillera longtemps sur lui. Et maintenant, le bébé va gîter dans la maison des renards. La femme se lève. Elle va jouer sa partition avec le monde. Titania voit les femmes retourner comme des peaux de lapin, le dedans s'arrachant avec le bébé, le sang répandu. Il sent l'odeur de métal chaud. La vie se gâche, s'abîme. La vie est rare. C'est ça qui crie en elle depuis le commencement. La vie, un mot si court, un son si bref. Dans le panier à thé, les feuilles grossièrement coupées, mêlées aux tiges d'un acajou brillant, rehaussé par le filet métallique de la résine, sont gorgées d'eau. Titania chique une nouvelle feuille de thé. L'âpreté se répand sur la langue. Tant pis si l'émail verdit et la peau jaunie, la graisse fondra. Dans la chaleur des corps et des vitrages ensoleillés, les feuilles prennent des nuances de coquillage. Dans l'excitation des bavardages, un homme, tassé par l'incompréhension de la femme qui lui fait face, hausse le ton. Comment veux-tu que le chien te comprenne
si tu te trompes de direction en donnant des ordres. Hin est une direction d'éloignement. Geh hinauf. Her, de rapprochement. Comme herauf. Enfin, enfin Marinette. C'est le masseur Osuka qui prend soin du corps de Petite Agne. Osuka presse le pied avec fermeté. Ses mains et ses avant-bras sont puissants. Son corps accompagne les gestes et répartit l'effort et les petits courants d'air. Elle entend les craquements de la natte et le flip-flap des tongs. Osuka travaille le côté invisible. Il remonte par le bas à droite, champ de droite puis gauche. Le dos ne s'embarrasse pas de deux paires de seins. Il est d'une pièce, des scapulaires jusqu'à la naissance de l'arrêt qui le partage. Quel morceau? Titania s'efface. La déesse de la captation masque son contour. Si Titania était un cadavre, le masseur ne pourrait pas la tirer vers le haut par le bras. Le corps ne se déploierait pas comme les ailes d'une chauve-souris. Les pièces de viande sur les étals sont racises, car on leur a ôté leur cohérence. Sa cohérence à elle est posée à plat sur le lit aérien, tête au couchant, et le masseur en fait inlassablement le tour. Il produit des signaux qui atteignent ses entrailles, donne une chypnode au lobe de son foie, modifie le flux de la lymphe, active une glande, rompt une cohésion malfaisante, emporte une scorie, convoie de l'oxygène, assèche un épanchement. Maintenant, il alterne les pressions de ses avant-bras, il travaille le dos au rouleau. Titania sent la friction des poils, une fraction de seconde, freinant ses roulades. Oui, le corps a fondu dans la sensation. Et maintenant, surface frémissante, elle est un cerf-volant au bord du vide. Présence sans pourquoi. Assolutamente, sì. Titania fréquente les piscines. Elle croise beaucoup de corps, des corps nus. Que voulez-vous? Avancer et que le récit soit haletant. Il l'est. Tout respire le printemps. Les musiciens jouent une partition du XXe siècle avec des expirations de Sarbacane, un souffle amplifié, à moins que ce ne soit le déplacement d'air produit par la feuille qu'on tourne ou par le temps qui expire. On entend battre ce cœur. Vous l'entendez? Oui, Julien. Eh bien, ce premier dimanche de printemps, Neptune était là. Titania l'aperçut autour des 11 heures. Il posait, tourné vers la baie vitrée, dans le contre-jour du bassin. Il portait un nouveau bonnet turquoise à sortir son caleçon de bain. Titania a trouvé son caleçon très, très moulant et son psychisme s'est fixé sur ce détail, comme celui de la femelle du pan qui évalue les qualités du mâle en regardant sa queue lorsque l'autre idiot fait la roue en affichant un air stratosphériquement suffisant. Elle a défendu sa place pendant 3 quarts d'heure et voilà enfin Neptune à 11 heures dans l'eau avec son nouvel équipement nuptial. Un slip d'une couleur turquoise, ce n'est point un azur de layette, mais un turquoise brillant et criard.
Titania a eu tout le loisir de l'observer. Il fait des longueurs en s'arrêtant au bout de ligne, une arythmie qu'elle ne lui connaît pas. Le caleçon de bain lui sert-il trop la verge? Lors d'une pause au bord du bassin, ils traînassent tous les deux en bout de ligne. Ils se sont fait face un court instant, puis elle a regardé ailleurs. Neptune lui a tourné le dos. Il lui a présenté sa polarité dorsale. Neptune a déployé son dos puissant comme un manifeste. Elle a pu admirer la gouttière neuronale de son domaine dorsal, depuis l'atlas jusqu'au coccyx, et attester de l'internalisation du tube nerveux. On entre dans la tectonique. Le prochain passage, c'est Catherine qui va le lire, et il est question justement de bouleversement géologique de l'endroit d'où je viens, c'est-à-dire le Tessin. Des écrivains cherchent une... Je baisse le truc, là. J'entends des bruits à droite. On peut juste le baisser. C'est bon comme ça? Ça va? Oui? Ouais. Je disais que la plupart des écrivains cherchent une ascendance, des origines, des racines, des points de départ. Bon, généralement, on s'arrête à la génération du dessus, au pays, on s'arrête aux personnes. Donc, comme il est clair dans ce titre, Titania et la tectonique, Titania se retourne beaucoup plus loin en arrière et cherche son lointain caractère de fond, d'arrière-fond, dans le minéral. La théorie est simple, comme vous allez comprendre, très simple. Où je veux en venir à la carte géologique de la Suisse. Les profils transversaux sont représentés en 3 bandes de couleurs différentes qui la divisent du sud-ouest au nord-est. La bande jaune, celle qui comprend Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Saint-Gall, est un bassin tertiaire de molasse. C'est là que se trouve la plus grande concentration d'écrivains. La bande verte des nappes helvétiques comprend la rive droite du Rhône avec Morges, Wildhorn, Axen et Sventes. Elle déborde à l'ouest de Sion et à l'est de Goire. Au cœur de l'ensemble, les massifs de l'Ar et du Gothard, les grands corps granitiques. Plus bas, la bande mauve-parme des sédiments cristallins, des nappes péniques. Saint-Bernard, Monterosa, Monteleone, Saint-Plon, Domodossola, Palmagia, Adula, Locarno. Clair, non? Attendez, ça va venir. La vaste chaîne de montagnes et des Alpes qui résulte d'une collision continentale a affleuré au hasard du soulèvement et de l'érosion. La littérature géologique nous guide. Les unités tectoniques les plus profondes
se situe dans le Val Levantine, près de Verampio, dans le Val Antigorio. Si vous êtes né sur le bassin de molasse tertiaire du plateau suisse ou sur les sédiments mésozoïques dans le Jura, vous avez une version du réel différente de ceux et de celles qui sont nés dans la bande des Alpes péniques, dans le chevauchement de la plaque africaine sur la plaque européenne ou ceux de la région pénique, de la zone des racines internes du Tessin, dans le brassage des langues de frontières, des patois, de l'action de l'eau sur le paysage, de la roche sur la roche et dedans. La collection de fossiles et de minéraux ne sera pas la même si vous êtes né entre Concise et Beaumarcus, au bord du lac de Neuchâtel, ou sur l'embouchure de la Maggia, dans le tassement de la suture entre l'Europe et l'Afrique. Juste encore un petit paragraphe de cette sorte, où je vais en venir. Les imaginaires sont nés dans les nappes. Celui de Titania est couché dans des marbres avec de la trémolite et des gneiss, là où il y a eu un métamorphisme de contact, là où les roches encaissantes ont donné naissance à toute une gamme de minéraux caractéristiques. Titania est née sur la croûte océanique. La suture entre Europe et Afrique lui a balafré le ventre en évitant de lui traverser le nombril. Et il est par ailleurs intégralement irradié par le radon. Je m'arrête là. Ça semble un peu du chinois quand on lit ces passages qui sont à la fois scientifiques et symboliques. Quand on a le livre entier dans la main, comme un feuilleté de cailloux, on comprend que Loretta s'origine dans ce soulèvement, dans cette vallée profonde ou dans ces monts aigus et granitiques. Maintenant, je vais passer à la lecture d'autres choses. Parce que il se trouve que quand on m'a demandé d'être un peu l'assistante de Loretta, je me suis dit, faisons quelque chose de différent. Écrivons-nous des lettres. On a un mois, on a quelques semaines pour s'écrire des lettres. Et voilà, on s'écrit des lettres sans réfléchir à grand-chose. Et puis, on verra ce qui en résulte. Et en réalité, bon, on s'est quand même plié à l'obligation de faire une lecture, mais l'idée originale était seulement de lire moi de mes lettres, enfin des siennes, et elle des miennes. Alors, voilà ce que j'ai reçu de Loretta, et je vais en lire quelques passages. Avec ton accord. Ah oui. Carouge, lundi 10 juin 2013. Chère Catherine, je te lis très bien au crayon sur papier vert. Vas-tu me croire? Je n'ai ouvert ta lettre numéro 2 qu'après t'avoir répondu à la première et envoyé ma lettre où je t'ai vue en jongleuse de feuilles. Je lis donc aujourd'hui ta deuxième lettre qui n'a pas attendu ma première et je suis soufflée d'y découvrir un passage sur le jonglage et que ta préférence serait aller au jonglage et au cirque plutôt qu'à l'écriture. Je trouve pour Jean Coulard dire des plaisanteries, jeux, jouer, plaisanter, faire le métier de jongleur. Plaisanter, quel beau métier. Concentrons-nous sur la plaisanterie, veux-tu? Concernant le nashorn, on va voir. J'ai peu d'affinité avec le rhinocéros, que j'apparente à un animal préhistorique égaré. J'ai des images sanglantes de braconnage et de la pitié pour cet animal qui ne semble avoir aucune chance de survivre dans ce monde. Et puis me vient l'image du rhinocéros de Dürer,
Une gravure sur bois qui me fait penser à un texte de François Bon, Albrecht Dürer n'a jamais vu de rhinocéros. Tu trouves ça sur le net. J'oublie que tu n'as pas le net. As-tu déjà vu un rhinocéros en vrai? La place que ça prend? Merci pour tes mots de lectrice. Titania est plus légère qu'un rhinocéros avec ses 780 grammes. Poids du plus petit prématuré qui ait survécu. Poids du cerveau d'un enfant de 6 mois. Titania vis-à-vis, je ne sais plus si je la suis ou si je la précède, et j'écris à un ami. Et pour finir en guise de conclusion, il me semble en effet qu'écrire est une action, sous-tendue par toutes sortes de nouvelles poussées, de mouvements en boucle et de réactions chimiques. Un baiser, Loretta. Je peux peut-être lire ta réponse, c'est ça? Je vais lire ta réponse. Je vais lire ta réponse, comme ça. Mais je ne crois pas. Enfin, Non? parce que moi, je crois que c'est mieux qu'on reste dans ta parole. Et toi, parce qu'il n'y aura jamais de réponse exacte. Je sais pas, là, tu contreviens à la décision et c'est quelqu'un de très, très, très ordonné, de très, très, très discipliné au fond. Et je ne peux pas changer la coup de rail. J'ai peut-être mal compris. J'ai compris que toi, tu lisais une lettre et moi, je lisais un passage de la tienne. Ciel. Non, tu ne veux pas. Bon, ok, alors continue. Je ne veux pas te contrarier. Continue un petit peu le café. Oui, d'accord. On entend ta voix. Mais tranché. Jugement de Salomon. Allez, nouvelle bébé. Bon. Carouge, 18 juin 2013. Très chère Catherine, nous entrons dans le vif. Maurice Nadeau est mort. On se débrouille. Je réponds à ta troisième lettre, où il est question de Titania et la tectonique, de la forme de ce livre, de performance en la recherche de perfection, de la beauté du lecteur, de la nécessité du vide, non pas le néant, mais l'énergie minimum. À propos de ta question sur les renards dans mon livre, il te faut partir du renard et des qualités que lui prêtent les humains occidentaux depuis que la littérature existe, qualité de ruse et d'adaptabilité, de flexibilité. C'est pourquoi il y a des renards en ville et pas des rhinocéros. C'est un animal urbain, il survit au coup du sort et aux défaites. Est-il si rusé ou se croit-il rusé? En littérature, on personnalise les animaux et même au Japon, les pins. Samedi dernier, à Nouvelle Page, j'ai dit que ce livre était le fruit d'une attention soutenue à l'ordinaire, à la plasticité du quotidien. J'ai dit que je crois avoir rendu hommage au corps, au désir de vivre, à l'élan vital et à l'attention. Oui, faire attention. Peut-être que la flèche que j'ai décochée a touché la cible au centre, mais c'était le moment opportun pour le faire. J'avais mes lunettes et je me croyais la 17e incarnation du Bouddha. Pourtant, je suis une femme dépourvue du pouvoir symbolique attribué aux hommes, ou de pouvoir tout court, vivant dans le paradis d'un monde perturbé. La Kalash a dit qu'elle n'a chanté à la perfection qu'une seule fois. Elle citait la date et le lieu du concert, j'ai oublié. Et puis, plus jamais, elle n'est parvenue à cette perfection. Aujourd'hui, j'ai récupéré ma flèche et je l'ai rangée avec mon arc. Est-ce que l'écrivain s'est pris pour Guillaume Tell? Je t'avoue, ne rien comprendre au lecteur, mais rien du tout. S'il n'a pas vu passer la flèche, il n'aura rien pigé. Il sera comme Fabrice Del Dongo à Waterloo, qui n'a pas vu passer Napoléon, de même que moi, qui n'aurait rien compris à la littérature. Tu vas devenir zinzin, mais je me sens rarement prise en faute. J'ai parlé de faute et de culpabilité dans ma lettre. Peut-être lié à l'écriture. Tu vas devenir zinzin, mais je me sens rarement prise en faute. Je peux être figée par la trouille de mal faire, être malheureuse de ne pas avoir réussi à me faire comprendre, être anéantie par l'échec, honteuse de ma réaction tiède, fracassée de m'être emportée. C'est mon corps qui a des ratés. Il se révolte en s'enflammant de mes exigences, de mes journées de marathonienne. C'est lui qui lâche. Moi, je ne lâche pas. Je dois tenir pour l'exemple. Je t'embrasse, Loretta. Un
bien, après ton enthousiasme du début. Je viens de lire qu'après 20 manifestations, les contestataires turcs manifestent à l'arrêt, en s'immobilisant et en restant muets. Ça me donne une prise à enchaîner avec ta remarque sur la mobilité, mes sauts de chamois fatigants pour le lecteur que tu compares à un bipède lourd ou à un pingouin. Le mouvement. Le mouvement, c'est que même en mouvement, ça m'est déjà pénible de m'exposer moi-même, ainsi que les personnes de mon entourage qui peuvent se reconnaître. Je ne crois pas que je pourrais m'exposer davantage à l'arrêt. C'est là que je vois la différence entre l'écrivain que tu es et l'écrivain que je suis. Il ne s'agit pas d'autobiographie avec moi, comme on le dit de toi dans les journaux. Tu l'exprimes très précisément là-dessus, page 3 dans ta lettre 4. Mon matériau est strictement psychologique, même si le terme est vague. Suit un paragraphe où Loretta me cite. Donc c'est ce que je lui aurais écrit. La distance entre moi et celui ou celle à qui je m'adresse est tout ce qui m'importe. Tout ce qui m'importe est que le temps de sa lecture, le lecteur ou la lectrice veuille bien porter la même correction optique que moi, correction sur laquelle j'ai travaillé du mieux que j'ai pu, pour qu'il ou elle ne sente pas que ma manière de voir les choses n'est pas la sienne, qu'ils sentent les différences au travers des ressemblances. Commentaire de Loretta, chiaro, limpido. Je trouve pas, moi, mais c'est très agréable d'écrire des lettres. Je vais sauter une magnifique histoire pourtant de bol de soupe et de petits pois, où je suis comparée à un petit pois, mais on ne peut pas tout lire. Ah mais je vais quand même lire la fin. Merci pour tes remarques de lecteur, Chris, attentif de Titania et la lectonique. Le livre cartonné reste ouvert sur la page choisie au hasard. Il serait une sorte de traité des glanures du 21e siècle. Oui, parce que j'ai remarqué qu'une manière de lire le livre de Loretta, c'est non pas d'expédier toute la lecture de ce pavé d'un coup, même s'il est très bien sculpté et structuré. Là, je vois en ce que dit son auteur. Oui, attraper la ligne générale, mais ensuite le lire par fragments. Et par fragments, c'est très très parlant. Alors je disais dans une lettre à Loretta que je faisais avec son livre comme on ouvre un livre le livre des chances ou le livre du Hiking ou certains livres de messages que voyons. On l'ouvre au hasard et ça parle. On peut faire ça avec la Bible aussi. Donc, Loretta définit le traité des glanures. Traité des glanures, texte bouddhiste, écrit pour ceux qui n'avaient pas vu passer Bouddha. Je crois qu'il y a encore un passage. Peut-être tu vas le dire tout à l'heure, mais on le dit, parce que de toute manière, les auditeurs oublient. Elle me parle des deux organisatrices. Comme je n'ai pas de mail, elle va me transmettre aussi les mails qu'elle reçoit. Je trouve très bien la remarque que tu as entendue à la radio sur le baladeur quand tu es rentré de Saint-Jean-à-Conches. Alors, il s'agissait d'un entretien que j'écoutais à la radio, un entretien littéraire, et l'auteur disait à l'intervieweur, Madame Pietrisse disait, l'auteur disait à l'intervieweur, les très bonnes questions que vous me posez, et les très bonnes questions, et les très bonnes réponses que je vous fais, tout ça, ça ne vaut pas mon texte. Et je trouve ça très bien. Voilà. Tu m'as dit que tu
sur le mal. Tu peux, hein, je sais pas, ça dépend. Ça va, vous supportez encore le passage sur le mal? C'était le passage qui commence par aïe 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 en italien. Non, peut-être après. Carouge, 28 juin 2013. Lundi, pas de lettres. Mardi, pas de lettres. Mercredi, rien. J'ai pensé. Lassitude de notre entreprise. J'aimerais tant ne pas être déçue, ni toi, que nous ne le savions pas. J'avais pourtant récupéré une boîte à chaussures pour y déposer nos lettres. Puis, alors, je me suis lancée dans la relecture du Mineur et du Canari. En repérant les motifs qui nous sont communs, che ci accomunano, je dire en italien, je vais pas aller. Et c'est en nommant les parentés que j'ai vu la dissemblance. Je me suis vue comme toi avec Arnaud, moi dans mon livre, avec un petit garçon qui refuse d'avancer dans sa leçon. Et le passage parle d'une jonquille sur le mur, et la narratrice, c'est-à-dire moi, dit « Il faut que je dise quelque chose très vite et quelque chose qui l'entende. » C'est souvent comme ça dans la vie. Il faut que je dise quelque chose très vite et quelque chose qu'il entende. C'est drôle parce qu'on le fait rarement. Des choses à dire vite et qu'il faudrait que l'autre entende. T'as bien repéré. Elle a repéré des tas de passages dans mon livre que je n'aimais pas tellement, mais oui, elle se donne la peine de citer tous les passages qu'elle aime et qui deviennent tellement parlants quand quelqu'un vous les signale. Vous les signale et vous fait comprendre qu'il a lu ce que vous avez écrit, même avec les dissemblances, ressemblances. Je crois que je vais... C'est-à-dire qu'elle a une tellement belle écriture, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez cette écriture? Vous voyez la dessinatrice et la sculptrice, c'est une écriture absolument magnifique, donc juste à voir, il faudrait lire tout, mais Eugénie, le redonne une version très exacte, même quand on ne sait pas où on aboutit, elle fait le plan des choses, minutées. Vous voyez, elle donne le plan de cette soirée-là, qui a été depuis bouleversée une quantité de fois, mais ça fait rien. Carouge, dimanche 30 juin, il n'y a plus grand-chose. Chère Catherine, je lis la lettre numéro 7 et je lis beaucoup, malgré la gravité du sujet. Lecteur désargenté, addicto à la publicité, aux réclames et à la musique et aux salles de sport. C'est à cause de tes rafales de comiques, je ne sais pas qui sont les criolos. Valérie Solano expliquera qui sont les criolos. Mais j'imagine des couleurs vives, des chanteurs aux pommettes hautes, avec plein de gamins dans le dos, des harpes et quelques lamas qui tirent la langue au deuxième plan. Ne t'inquiète pas, nous allons nous en tirer haut la main, malgré les tireurs dans la salle. Nos éditrices vont continuer de nous sponsoriser, de nous consolider, et en croisant les fils des lettres et des lectures sur la trame autobiographique, dont il n'a pas été question du tout jusqu'à maintenant, honorer Madame Garbely et l'invitation qui nous est faite dans la maison de Jean-Jacques Rousseau et de la littérature. Je te fais un schéma. Alors, elle orthographie schéma à l'italienne, ce qui veut dire espèce d'idiot, bête, hein, schéma. Non, tout, c'est schéma. Quel imbécile. Chaque fois qu'elle écrit schéma, elle le met à l'italienne. La lettre numéro 8, c'est plein de conseils et de propos, justement, de plans remaniés. Et puis, je crois que je vais passer à la dernière lettre. Est-ce que vous êtes fatigué? Encore une, il n'y a plus qu'une lettre.
Ouais, voilà, j'ai dû sabrer beaucoup trop, quoi. Ouais, c'est triste tout ce qu'il faut laisser. Tellement difficile de couper. Carouge, le 8 juillet 2013. Carissima Catherine, j'espère que notre entretien téléphonique t'a rasséréné. Je retiens la très très bonne nouvelle que tu as recommencé à écrire. Et je t'envoie du courrier de la MRL. Je n'ai rien reçu de la MRL, naturellement, parce que je n'ai pas de mail, donc on ne voit plus rien aux gens qui n'ont pas de mail. C'est la vie, c'est comme ça. Donc je suis là de force. Bon, je t'envoie du courrier de la MRL. J'ai trouvé dans le Robert, musée. À partir du sens propre, rester le museau en l'air. Essence archaïque jusqu'à nos jours, celui de perdre son temps à des bagatelles, flâner. Muse, attente, perte de temps, qui s'est conservée au sens synégétique de Ruth du Cerf. Tu m'expliqueras ça. 1561. Mais bon. Mais j'étais une grande passionnée d'étymologie. Elle est là, le net. Je lui ramène au Canaries et à ce qu'a dit Lydie Datas, page 109, il est anormal d'écrire quand on est une femme. Donc, c'est pas moi qui le dis, je donne la parole à un autre écrivain. Je trouve que certains mâles disposent du temps des femmes à discrétion. En écrivant cela, je crois prendre ma revanche. Avec Titania la tectonique, j'avais des contes avec la Baldoline, et qui est un personnage qui fait figure d'ennemi dans le livre, où il se passe plus de choses que juste la tectonique et des nageurs entreaperçus dans les piscines, et des renards déguisés en bébés. Avec Titania la tectonique, j'avais des contes à régler avec la Baldoline et avec la vantardise des hommes mâles. Vous avez bien entendu, les hommes mâles. J'ai bien aimé la précision. Puis j'ai compris qu'ils ont de sacrés problèmes. Au fait, j'aimerais pour la suite ne plus jamais utiliser la distinction mâle-femelle pour ce qui est des humains. Le vieil écrivain Denis Bourgeois se plaignait l'autre jour à la radio. On devrait pouvoir organiser sa vie autour de l'écriture au lieu de travailler pour gagner sa vie et écrire avec du temps volé. Les distributeurs pompent tout. Alors là, les éditrices pourront expliquer tout ça. Ce qui nous met tous dans le même sac. Je pense à Mathias, c'est l'accélération de l'industrialisation. C'est l'accélération de l'industrialisation des biens culturels qui fait que les auteurs sont complètement soufflés. C'est pour ça que je vais militer pour un salaire minimum pour tous. Est-ce que c'est ça que tu appelles mon côté politique? C'est bien la même personne, hein? Simone de Beauvoir, je l'ai découverte à 20 ans en pouponnant Julien. C'est à cause de ses écrits que j'ai tout fait pour avoir un salaire, pour la gagner, ma vie. C'est mon objectif premier, être indépendante financièrement des hommes que j'aimerais ou qui ne m'aimeraient plus, et vice-versa. Simone de Beauvoir, à son côté exhibitionniste, oui, elle s'exhibait et exhibait ses hommes. Son Sartre, qui était un philosophe important, un de ses amants le lui a reproché, Nelson Algren. Au moins, les prostituées, elles ferment la porte. Est-ce que je t'ai dit que j'aime beaucoup lire à haute voix en public? Je te fais un reproche, tu ne dis pas assez fort. Je ne t'ai jamais dit parce que... Excuse-moi. Ce matin, j'ai choisi 4 passages de Titania et la tectonique. Je te les donne, tu peux jeter un coup d'œil, si tu as le temps, avant notre rencontre de jeudi. J'ai tendance à choisir des passages longs, c'est à discuter. J'aimerais que tu me dises si ça te gêne, s'il y a un passage
avec la crétoise, ou si tu en préfères un autre, celui que j'ai choisi. Et à la fin, elle me dit, j'ai relu MLC, Le nez du plombier, les canaris du mineur. J'aime beaucoup comment tu l'as construit. Tu parles de Woolf et tu as la chance de pouvoir lire en anglais. Et tu lèves un pan de son dernier soir du 27 juin, soirée banale sur ce qui ne va pas, le petit point. Le petit point que j'ai sauté, qui était dans la lettre du début. Mais voilà. Ce que j'aime, c'est la façon dont tu termines le paragraphe et comment tu embrayes sur le suivant. Le plombier, je connais. Mais revenu l'expression avoir du plomb dans l'aile. Est-ce que tu fais court ce qui marche dans ton livre, ou bien tu le sais déjà très bien? Je t'embrasse, Catherine, à tout bientôt, et d'ici là, tout bon. Non, je ne le sais pas très bien, Loretta. Merci pour la question, parce qu'à cette lettre, je n'ai plus répondu. Et puis, je n'avais pas pensé à l'expression avoir du plomb dans l'aile. Mais ça vient. Je te remercie beaucoup pour tes lettres. Je vous remercie aussi infiniment pour ta présence. Peut-être psychologiquement, c'est un soutien. S'il y a trop de bruit, vous me direz. Non, parce que c'est un peu oui, je crois. Comment voulez-vous Peut-être si vous voulez vous installer. Je ne sais pas s'il y a des réactions déjà au texte. Peut-être que ce sera intéressant d'échanger quelques mots avec vous deux sur justement vos échanges. C'est tout à fait intéressant que vous disiez de souligner que voilà, aujourd'hui on n'écrit plus tant que ça et que vous ayez eu cet échange pour voilà, préparer la soirée de ce soir. Est-ce que vous laissez sans micro ou est-ce que vous transmettez le micro peut-être C'est derrière ce soir. Ouais. C'est derrière nous pratiquement la soirée. Ouais. Je parlais fort. S'il y a éventuellement une question. Est-ce qu'il y a des réactions peut-être ou des questions sur leur écriture, sur cet échange aussi, sur... Bon, je vois que je sens... Excusez-moi. Parce que j'ai juste une petite frustration dans le sens où on a un reflet et un commentaire très abondant de votre part, Madame Sapolov, sur l'œuvre de Loretta, mais peut-être moins l'inverse. J'aurais bien, vous l'avez censuré au moment où vous l'avez lire vos lettres, mais j'aurais bien aimé entendre aussi sa vision, sa réception de votre texte. Écoutez, j'avoue un malentendu qui ne tient pas aux organisatrices, qui tient, je crois, à moi. Il était précisé que je venais ici en tant que simple assistante ou modératrice de Loretta. Pendant un an, monéditrice de Zoé, de la Chétrie, qui est ici, m'a assistée, m'a poussée à diverses lectures et je trouvais que pour vous dire, j'en avais assez. J'en avais assez, mais les flyers étaient déjà imprimés. Donc, dès le moment où il a été annoncé que j'accompagnerais simplement Loretta, je ne faisais pas de lecture. Et
bien sûr, je ne sais pas si mon nom est une accroche d'affiche. C'était le travail pour la chanson, c'était pour mon plaisir. Et j'espère en avoir rendu compte, parce que les lettres ne sont plus très à la mode, les gens ne s'écrivent plus beaucoup, et nous avons aimé le faire. Voilà, le temps passe vite. Nous pensions qu'un reflet de mon écriture aurait le temps d'être lu, mais on n'a pas le temps. C'est bien ça qui se passe. Hein. Si vous voulez parler, ben, on n'a pas le temps. Parce que Loretta a passé un travail fou. J'ai écrit tout autant. Hein. J'ai 8-9 lettres, on a à peu près le temps en quantité. Et elle a fait des coupes là-dedans. Tant pis qu'un éditeur s'annonce, la correspondance sera rapide. Mais peut-être. Je suis désolée, c'est une erreur de timing qui est un peu excusable parce qu'elle n'a pas lu beaucoup de son livre. On n'a pas abusé de la lecture de son livre. Je veux dire, c'était 20 petites minutes. C'était 20 petites minutes. Mais peut-être il faut toujours ajouter ça. Quand on voit le travail que ça signifie faire un livre, c'est-à-dire, et on l'a entendu dans les textes, à quel point du premier jet, il est soustrait jusqu'à avoir un texte qui peut être lu. Je trouve que c'est très très intéressant de se retrouver dans cette situation où on est en tant qu'auditeur frustré, mais c'est la réalité d'un texte. Et un texte qui doit suggérer tout ce qui n'est pas dans le texte. Et c'est sa force. Tout à l'heure, je disais que pour moi, tout est dans ce que donne la littérature, c'est l'imaginaire. Eh bien voilà. Alors, il faut rester parfois avec cette frustration. Il faut rester avec qu'est-ce que nous n'avons pas entendu et que nous pouvons imaginer avoir entendu. Et l'autobiographie, je pense que c'est encore plus fort ce travail-là, parce qu'on a tous, par rapport à notre propre je ne sais pas, enfin j'imagine que si on s'intéresse à l'écriture, on fait un journal ou des choses comme ça. Mais imaginez une seule fois que vous voudriez publier trois pages de votre journal. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Et ce qu'on a vu là, c'est aussi comment cela se fait, un livre publié à partir d'un matériel brut. Et moi, j'aime beaucoup, même s'il va falloir que je parte avec un peu de frustration. Oui, Et je suis désolée, Loretta, parce que... Mais dans un sens, je ne suis pas trop désolée, puisque somme toute, c'est moi qui suis coupée. Hein, c'est moi qui suis larguée. Mais elle a fait tout le boulot de repérer les passages qu'il faut. Loretta allait beaucoup plus loin, parce qu'elle raffine, elle voulait, mais on se serait vu encore 4 heures, et elle voulait qu'on fasse un feuilletage, un tuilage de passages dans mes lettres, avec la réponse dans les siennes. Mais comme parfois il y avait des lettres croisées, moi ce qui m'a plu, et c'est ça que j'aimerais dire, ce qui m'a tellement plu, c'est qu'écrire c'est encore possible. Parce qu'on parle d'écriture, mais on parle de mille autres choses. Écrire à quelqu'un, ça marche. Enfin, avec toi c'était... Moi j'ai marché dans cette combine avec cette idée. Et ça recommençait comme quand j'étais jeune, filée à la boîte. Ah, j'ai eu pas de lettres aujourd'hui. Bon, on était, comme on dit, motivés. Alors, je sais que sur le flyer, il est écrit qu'il y a un sujet, l'autobiographie. Alors, on est censé parler d'autobiographie. Mais évidemment, 2 dames d'un certain âge qui ont écrit fatalement, ce sera de l'autobiographie. Alors, je me lève et je demande aux chers auditeurs, parce que c'est eux qui posent la question. Nous, on ne se pose pas une minute, pas sous cette forme. Qu'entendez-vous par autobiographie? Et je remonte mon pantalon, je ne fais pas d'ironie. Pourquoi nous posez-vous, les critiques, les lecteurs, pourquoi nous posez-vous toujours la question? Il se trouve ici un élément très intéressant, c'est quelqu'un qui ne supporte même pas le mot. Je désigne de l'index qui ne se fait pas. C'est toi. Dans la vie ordinaire,
Loretta Bernard, comme Catherine Safonov, me semblent des personnes très sympathiques dans la vie ordinaire, dans leurs livres également. Or, aujourd'hui, au cours de ces quelques instants, vous m'êtes apparus comme des gamines insupportables. Je suis désolé, mais c'est exactement ce qui me plaît. Et je le dis parce que j'attendais, enfin j'espérais, quelques fragments des lettres que Catherine a lues, avec un intérêt certain, je ne trouve pas du tout une utilité à ceci. Alors, à qui est la faute? Vous avez essayé un tout petit peu d'avouer ce qui n'allait pas, vous m'avez entendu, très bien, mais nous espérions, et pourquoi ce tabou? Non, pourquoi ce non-dit? J'espérais entendre justement qu'est-ce qui vous inspirait. Alors, vous êtes un peu bloqué là-dessus, c'est un peu dommage, mais j'accepte. Mais autrement, il y a eu vraiment... C'était n'importe quoi. Non, mais c'est très intéressant ce que tu Non, as mais dit. tout simplement, c'est vrai qu'on attendait un échange. Hein? Un échange que chacun dise vraiment quelque chose par rapport à l'autre. Mais enfin, voilà, c'est comme ça, vous avez essayé quelque chose. Et je crois qu'il faut quand même penser au public. Et puis, pas se parler juste ensemble, mais à deux, donner une position sur l'autre, que nous puissions comprendre, que nous puissions entrer là-dedans. Mais à part ça, c'est tout à fait sympathique de savoir que vous êtes écrit pendant un mois, parce que c'est vrai qu'on continue à beaucoup aimer les lettres, etc. Mais je pense qu'elle n'était pas bien montée du point de vue spectacle, parce qu'on est quand même toujours dans un spectacle quand on parle une lecture. Il ne faut quand même pas le nier. C'est un spectacle. C'est pas deux personnes qui se parlent l'une à l'autre. Voilà, mais je trouve très très. Voilà, très bien. Mais je dis simplement ça. Mais Marie-Lise, une lecture n'est pas un spectacle. Une lecture est une lecture. Non, la lecture. Et elle a lu, et j'ai lu. Je ne danse pas, je ne chante pas, je ne déclame pas la comédie, je lis des mots qui sont en principe faits pour être lus en silence, mais qui, lors d'une occasion culturelle, sont prononcés oralement. Alors, à part ça, moi j'aime beaucoup l'opposition, donc ça m'enchante que tu réagisses comme ça. Les gamines insupportables. Je crois qu'il y a une autre question. Non, c'est pas une question, mais comme j'étais un peu pris à partie sur le sujet, je me suis en effet défendre les intervenantes et leur programme et leur plan. Je pense, et c'est apparu par-il dans une interview que je n'ai pas entendu, qu'en effet, il n'y a rien de plus intéressant que le texte lui-même. Quand on parle de littérature, c'est le texte lui-même qui prime sur tout ce qu'on pourra en dire avant ou après son existence. Et il y a des formes de littérature qui sont éditées et qui valent la peine d'être lues. Et on a eu là une lecture de morceaux qui ont été choisis visiblement précautionneusement par Loretta. Et ça m'a réjoui. Je n'avais entendu lire d'autres qui complètent celui-là. Et j'ai eu un bel aperçu du livre dont il est question. Et en plus, j'ai eu un aperçu d'une autre forme littéraire à laquelle on n'a plus le droit. Et c'est bien à cause d'Internet, il a bien été montré du doigt ce soir. C'est le style épistolaire. Et j'ai trouvé que l'idée de lire des lettres est toujours de la même hauteur, hein, pour garder l'unité d'auteur, même si c'est deux personnes différentes qui lisent. C'était un plan particulièrement réussi. Donc je tenais à défendre nos intervenantes. Je te remercie, parce que j'ai toujours eu foi en ton jugement critique. Je te remercie beaucoup. Mais je crois que ce qui manque surtout ce soir, c'est qu'on n'a pas encore entendu Loretta, justement, comment vous avez reçu ces lettres de Catherine, et est-ce que
Qu'est-ce que vous, ça vous a apporté? Moi, j'avais prévu de... Enfin, il y a eu un malentendu entre nous parce que moi, elle lisait une lettre que je lui avais envoyée, et moi, j'avais prévu un découpage d'une lettre que je recevais d'elle. Donc, il y avait, il y avait ma lettre que tu lisais, et il y avait sa lettre que moi je lisais. Moi, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Et puis bon, voilà, j'ai senti que, je sais pas, moi c'est ça que j'avais compris. Alors et puis voilà, et puis je les avais choisis en fonction de ce que tu me disais, donc de ce que moi je te disais et ce que tu répondais. Et il y avait beaucoup de passages sur l'autobiographie, voilà. Il y avait beaucoup de réponses sur l'autobiographie et aussi sur les différences qu'il y avait entre ma manière d'écrire, est-ce que c'était de l'autobiographie, pas tellement, oui, non, etc. Donc c'était le contrepoint. Donc il y avait ton contrepoint, et dans ton contrepoint, il y avait beaucoup de passages sur justement le sujet de le sujet qui vous a fait bouger, vous a fait venir ici. C'est-à-dire, voilà, l'autobiographie, qu'est-ce que c'est pour toi? Et tu l'as défini très très bien. Et j'ai regretté, mais là, devant tu vois, tu m'as dit non. Et puis voilà, il fallait décider très vite. On ne va pas donner un surcroît de plaisir à ce monsieur. Non, mais le contrepoint, le contrepoint remettait l'autobiographie et le sujet de du flyer ou de la maison. Je ne suis pas d'accord avec toi. Okay. Je pense que tes lettres forment un tout, la plupart du temps, et je pense que les miennes forment un tout, et que chaque paquet de lettres était une petite œuvre, et on aurait pu quand même avoir ce contrepoint. Mais bon. Non, il était question maintenant qu'on lise. Il y avait 3 parties à cette lecture. Et, bon, vous êtes aussi là avec un droit à la parole, avec des questions peut-être. Oui. Vous avez désigné dans l'assistance une personne qui ne supporte même pas le mot d'autobiographie. Non, c'est un ami. Il s'agit de Cyril Bolchag, qui est au 2e rang. Non, parce que c'est lui. Oui, alors ça m'intéresse. Ça m'intéresserait beaucoup d'entendre. Avec qui j'ai eu des tentatives de discussion, mais il argumente d'une manière trop ciselée et trop logique. Mais jamais, je ne paraissais pas assez bien, tout en n'étant pas d'accord avec lui pour le fond. Je crois que Cyril me disait dans le temps, il y a très longtemps que je l'ai pas vu, mon avis sur le sujet a sûrement évolué, mais que l'autobiographie, non seulement n'existait pas comme genre, mais que c'était un genre assez bas, vulgaire. C'est un moment moins péjoratif. Alors quel est le genre d'œuvre? Voilà ce que nous disions en souriant. Donc, comme je l'avais fait au 2e rang, je me suis dit, et c'est lui qui vient de me tendre la perche. Mais je posais cette grande question parce qu'il est vrai que l'autobiographie est attendue par le lecteur. C'est le lecteur qui prononce ce mot, ou le critique. Parce qu'il y a pire, maintenant on parle d'autofiction. Alors moi je ne peux pas... Non mais je pose la question à tout le monde, on ne parle pas de ça maintenant, d'autofiction, je ne sais pas quoi. Oui, j'arrive pas à voir la différence. Pardon? On n'y échappe pas à l'autofiction. Exactement, oui, mais quelle distinction fait-on avec l'autobiographie? Oui, mais pourquoi auto-fiction? Sur soi-même? Fiction, oui, d'accord.
derrière. Oui, moi j'avais une question. Donc moi je suis partie de l'année dernière. D'abord, avant tout ça, je voulais juste vous remercier. Nous, on a appris notre cycle l'auteur s'amuse avec une dimension qui se voulait un peu ludique. Et puis je vous remercie en tout cas d'avoir essayé une forme, d'avoir pris ce risque-là, et d'avoir suscité une vraie discussion. Et puis moi, pour revenir à l'objet finalement de vous avoir ce soir à Loretta Berna, c'était justement que ces échanges avec Catherine Safranov vous ont nourri pendant votre écriture, et je voulais savoir en quoi ça pouvait être différent, un dialogue avec une écrivaine, de celui que vous avez pu avoir soit plus tard, soit en parallèle avec votre éditrice. Peut-être avoir votre regard sur ces deux dialogues que vous avez eus sur ce texte que vous étiez en train d'écrire. Comment je pourrais dire, je ne savais pas où j'allais. J'avais écrit les 2 tiers et j'avais des amis qui écrivent, qui me disaient je ne commence jamais un roman. J'avais un ami qui venait de publier un livre et je lui ai dit mais ce personnage-là, tu le connaissais, tu savais à l'avance que tu allais tomber sur ce point final qui faisait apparaître les choses autrement, qui donnait une autre vision, une espèce de contre-champ. Et lui m'a dit mais bien sûr, je savais à l'avance que j'arrivais à ce point-là, que j'allais arriver à ce point d'enquête. Et moi, je n'avais pas un plan. J'avais une énorme... j'avais des matériaux, j'avais un élan, j'avançais et je construisais en avançant. Et donc, l'autobiographie, je ne me suis jamais posé la question à l'avance, en écrivant ce livre, et même le précédent, si je faisais de l'autobiographie ou pas. Ce n'était pas une question qui, pour moi, qui est essentielle. Je ne me posais pas des questions comme ça. J'avançais, et les questions que je me posais, c'était... Enfin, j'ai eu l'impression, quand j'ai parlé avec Catherine, ce soir-là, ou plus aussi, on a eu d'autres échanges épistolaires, j'ai eu l'impression qu'elle me disait, tiens, un truc précis, voilà, là, par exemple la Baldoline, tu commences avec la Baldoline. Mon livre commence avec ce problème, avec cette Baldoline. Elle me dit, tu devrais l'étoffer. Qui est une personne, oui, qui est une personne importante dans le sens peut-être autobiographique, mais je ne raconte pas l'autobiographie là. Je ne vais pas raconter, je vais la prendre là où elle entre en scène et je vais l'amener là où je veux l'amener. Je ne vais pas revenir en arrière, je ne fais pas de la psychologie. Voilà une différence avec l'écriture de Catherine. Mais moi, je ne me posais pas toutes ces questions. Je me posais simplement la question, j'avance, j'ai 2 tiers du livre, comment je termine, j'ai 2 parties du livre. Et Catherine a été très précise, mais en même temps, peut-être qu'elle l'a lancé comme ça. C'est ce qui lui est venu à ce moment-là. Peut-être si je l'avais vu un autre jour, elle m'aurait dit autre chose. Mais ce jour-là, elle m'a dit, cette Baldoline, tu dois l'étoffer au début, et puis elle doit réapparaître à la fin. Je l'ai cru comme ça. Elle m'a dit ça, je prends ça, je la crois sur parole, elle sait quelque chose que je ne vois pas, elle voit quelque chose que je ne vois pas, donc je vais étouffer étouffer, je l'aurais étouffé dans la vie réelle, mais dans le livre, donc je vais l'étoffer au début, et même elle m'a dit, là j'hésitais, je me souviens, et je lui ai dit, est-ce que je garde ça en début? C'est quand même un début un peu... je dis, je ne suis pas responsable de ce que je pense. Enfin, ça commence de manière un peu abrupte, ça peut peut-être arrêter. Oui, c'est un peu agressif pour le lecteur. Peut-être il va se dire, mais pourquoi cette nana, elle ne veut pas penser, elle commence son livre comme ça. Et elle m'a dit, non, garde ça au début. J'ai gardé ça au début. Voilà. Et puis elle m'a dit, et un jour, dans une lettre peut-être, elle m'a dit... tu feras un moment ascensionnel dans la 3e partie, à la fin, un mouvement ascensionnel.
moi, c'est un mouvement ascensionnel, voilà. Puis j'ai trouvé la troisième partie, mouvement ascensionnel. Vous regarderez, si ce n'est pas un ascensionnel, je ne fais pas de la grimpe, mais voilà. Donc ça, c'est ça, je ne sais pas, c'est comme je lui ai prêté un savoir, parce que je l'aime, j'aime, voilà, j'aime, et j'avais besoin de lui prêter et de croire qu'elle savait. Voilà, et puis j'ai avancé. Et puis j'ai eu un mouvement ascensionnel vers la fin, vous verrez si vous le désirez, vous allez jusqu'au bout. Voilà, c'est cette sorte de choses-là qui se passent dans l'écriture, ou c'est ces sortes d'échanges-là. Et avec mon éditrice, c'était pas le même rapport. Elle me faisait confiance dans le sens, elle faisait aussi confiance à Catherine, puisque c'est Catherine qui lui a dit, tiens, je connais quelqu'un qui écrit, peut-être tu devrais regarder ce que cette femme écrit. Et puis ça lui a plu, et donc c'est comme ça que ça a commencé notre aventure, avec le livre précédent. L'éditeur, c'est autre chose, hein, parce qu'on a un autre rapport, elle accompagne, c'est un truc de fond, elle est là, c'est pas vraiment un échange, je lui prête un autre savoir, elle accompagne, je crois qu'elle a fait ce choix, donc je pense que c'est son choix, et qu'elle va soutenir son choix jusqu'au bout. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais ça, c'est le genre d'échange qu'on a eu, physiquement, en se revoyant. Et Loretta, si tu me posais la même question maintenant, je n'ai pas répondu au hasard. Je te ferai la même réponse à propos du personnage du début. Et je remarque une qualité, un aspect du livre de Loretta qui ne devrait pas, qui m'a d'abord effrayée. Et que maintenant je sais, avec lequel je sais me débrouiller. C'est que son livre, au sens d'une durée romanesque, son livre n'a pas de durée romanesque, au sens où une action est donnée dès le début, avec des personnages qui vont faire ceci, et dont on attend cela au chapitre suivant, et ensuite tel développement. C'est un présent infini que Loretta meuble par ce que ses sens capturent. Et ces sens capturent 1000 choses j'allais dire 1000 choses à la seconde. C'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas 10 choses par minute que tu arrives à écrire ensuite, que tu arrives à écrire. Ce livre est le fruit d'une longue discipline journalière. Donc, quand je t'ai répondu ça, c'est pour qu'il y ait comme une porte d'entrée et comme une porte de sortie. Car ton livre, il pourrait ne jamais s'arrêter. Oui. Il pourrait ne jamais s'arrêter. Et quand j'ai lu le passage, quand j'ai lu dans ta lettre, la Calas dit n'avoir chanté à la perfection qu'une seule fois, et cela ne s'est jamais reproduit, qu'est-ce que tu avais derrière la tête en me parlant de la Calas? J'avais, tu me disais dans ta lettre justement que ce livre était un livre-monde, une sorte de totalité, qu'il était parfait, à la limite irréprochable, c'était presque un défaut, enfin qu'il était... Oui, c'était un défaut. Voilà, c'était un défaut. Il était parfait, que c'était un défaut. Voilà, et que donc... attends, qu'est-ce que tu disais? La Calas. La Calas. C'est pour ça que je te parle de la flèche, parce que je me suis dit, dans mon itinéraire, il y a eu des livres au début de mon travail d'écrivain, et ensuite il y a eu une longue période de 20 ans qui a correspondu aussi avec un travail pour gagner ma vie justement,
où je n'ai plus d'éditeur. Et je me suis dit, peut-être que ce livre, c'est le seul et unique, c'est le dernier, il n'y en aura pas d'autre. Je peux envisager, comme j'ai envisagé que peut-être quand je t'ai rencontré en 2006, je n'avais pas d'éditeur, je continuais à écrire, les manuscrits s'accumulaient, et je t'ai dit, bah, écoute, peut-être que je ne serai jamais plus publié, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres livres que ce premier qui a été publié aux éditions de l'Air. Et puis les textes qui... Autrement dit, tu as mis donc, presque tout là-dedans. Oui, c'est-à-dire pour moi, je me suis dit, voyez l'âge que j'ai, enfin, c'est un moment où je me suis dit, c'est le dernier moment pour rendre un hommage au corps, à mon corps qui m'a soutenu, qui a été mon instrument, mon véhicule. Et après, je ne sais pas. Les choses, ça arrive au jour le jour. Après, c'est plus au jour le jour. Et je me suis dit, peut-être que c'est un seul livre. Je mets tout ce que je trouve important, tout ce qui est essentiel pour moi, où je mets en tout cas ma palette. Voilà. Ça, c'est ce qui... les voyages, ce que évidemment, je vois. Si tu vois, maintenant, on pourrait commencer une vraie soirée, une vraie discussion, vous restez, on a rien à boire, on a à manger, et puis je te pose la question que j'ai essayé de te poser, mais qui reste suspendue, c'est que quand je dis je, moi j'ai l'impression que j'ai 1000 épées de Damoclès sur la tête qui me demandent qui c'est je, qu'est-ce que tu as fait, et toute une histoire. La lettre sur la faute et la culpabilité, parce que la psychologie, oui. Moi c'est ce que j'adore. Oui. J'entends ton père hurler. J'entends ton père hurler, mais je ne le dis jamais. Je te promets que je dis presque jamais, j'adore. Donc là je suis dans une caricature, dans l'excès, parce que le père de Cyril n'aime pas, il fait cette remarque, n'aime pas qu'on dise j'adore pour quelque chose, pour quand ce n'est pas divin, vraiment divin. Et depuis, je vais te dire j'adore, ou bien je meurs de faim, je ne dis plus cette chose, ou bien c'est hallucinant, les spectacles, autre chose. Je suis fascinée par ce qu'on appelle l'analyse psychologique. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi suis-je poussée d'instinct vers cette personne? Pourquoi est-ce que je me méfie de celle-là? Je suis fascinée par ce type d'explication. Et toi, tu as dans ton écriture, je connais trop peu pour en savoir davantage, tu n'analyses pas les choses du point de vue. Quel autre mot dire que psychologique? Quel autre mot? Une logique de la psyché? Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et il m'a fallu arriver à mon âge pour voir à quel point je me trompe, à quel point j'ai une masse de préjugés. Et il semble, ça doit venir de ta naissance granitique et du fait que tu es irradié. Radon. Elle va nous expliquer l'histoire du radon. C'est que tu es beaucoup plus tranchante, beaucoup plus exacte. Elle a une écriture extrêmement tranchante, exacte. C'est un origami, avec des coups de scalpel. Et j'essaye aussi d'être exacte, mais je dois traverser toutes ces zones où je me demande qui est quelqu'un, ce que je pense vraiment de cette personne. Bref, c'est une poisse, la psychologie. Une grande poisse. Et toi, tu n'aimes pas la poisse. Il y a un moment où elle décrit son ennemi. On ne sait plus si c'est une personne réelle ou pas, mais c'est le jumeau ennemi. Et tu décris sa manière de parler. Poisseuse, collante, pleine de préjugés collants. Tout est... C'est dommage, je ne retrouve pas ce passage. C'est un très très bon passage.
on ne va pas les encrasser davantage. Et voilà, j'aurais voulu que tu me dises comment tu restes si pur. Moi, c'est le bassin de la Molasse. C'est la Molasse. C'est vrai, c'est la Molasse. C'est les couches, c'est là, tu l'expliques. Ouais. Avec tous les petits crustacés. Oui, mais finalement, c'est passionnant cette explication. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir pour ces échanges, ces lectures, d'être venus avec votre talent et vos personnalités. Et merci à vous aussi d'avoir porté la chaleur aussi. Et je vous invite à poursuivre cette conversation autour d'un verre à l'accueil. Et voilà, et nous avons évidemment aussi les livres des auteurs au rez-de-chaussée qui sont chez Souscrit. En tout cas, un grand merci.